Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans votre émission politique préférée, en direct sur RT en français. Je voudrais vous faire écouter quelques déclarations. La première déclaration est celle de Kaja Kallas, le commissaire de l'Union européenne pour les affaires étrangères à Munich. La seconde est celle d'Emmanuel Macron à New Delhi en Inde. Écoutons-les. En conclusion, je voudrais appeler tout le monde à agir. Européens, unissez-vous. Et permettez-moi de m'inspirer encore une fois de l'univers Marvel. On devient ce qu'on est grâce au chemin qu'on choisit et non grâce au pouvoir dont on a été doté. La voie de l'Europe est claire, défendre l'Europe, assurer la sécurité de nos voisins et établir des partenariats à travers le monde. La liberté d'expression est une pure connerie si personne ne sait comment on est guidé à travers cette prétendue liberté d'expression, surtout quand il s'agit de passer d'un discours de haine à un autre. Je veux juste qu'il y ait un chemin transparent à travers ces différents discours. Et au fait, je veux qu'il y ait une sorte d'ordre public. Je veux éviter les propos racistes, les discours haineux, etc. Zelensky, quant à lui, cherche à se défausser pour expliquer pourquoi il est toujours au pouvoir en Ukraine, prétextant l'impossibilité de tenir des élections 2 ans après l'expiration de son mandat. Lorsque les Russes discutent par exemple avec les Américains, je sais qu'ils leur disent qu'ils peuvent organiser les élections en 1 ou 2 semaines, peu importe. Mais cela leur échappe à chaque fois que nous ne sommes pas la Russie. Notre Parlement comprend différents partis. Même en temps de paix, nous débattons de nombreuses lois. Nous avons des positions différentes sur beaucoup de choses. C'est pourquoi il est impossible de faire pression sur le Parlement ou de le briser. Impossible. Il faut parler avec eux et avoir de vrais motifs pour organiser des élections maintenant. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est contraire à la loi. Nous ne pouvons organiser des élections qu'en temps de paix. C'est comme ça. Mais j'ai dit, faites un premier pas fort. Pousser la Russie à un cessez-le-feu de 2 mois pour permettre les élections. S'ils veulent des élections, nous pouvons y réfléchir. Ils doivent faire leur devoir. Je parle des Américains. Mais faire leur devoir ne veut pas dire que nous les poussons à ça. Ils ont soulevé le sujet. C'est pourquoi j'ai dit, d'accord les gars, si vous voulez arrêter Poutine pour quelques mois, pour permettre les élections, faisons-le. Amine, je vais commencer par vous. J'ai le sentiment, en écoutant ces trois représentants donc de l'Union européenne, de la France et de l'Ukraine, que le niveau baisse. Je suis assez affligé par le niveau. En fait, on a l'impression qu'ils prennent leur auditoire pour des imbéciles. C'est pas l'impression que ça vous fait? Alors, quand j'ai écouté la déclaration de Kaja Kallas et du président français Emmanuel Macron, ça démontre une fois de plus. Moi, je fais le lien avec les négociations de Genève. Genève, ça démontre une fois de plus que voilà, l'Europe est marginalisée par rapport à ces pourparlers, par rapport à ce rapprochement entre l'Ukraine et la Russie en format trilatéral, c'est-à-dire sous l'égide des États-Unis. Il faut bien rappeler une chose, c'est que l'Europe joue un rôle passif lorsqu'il y a des négociations entre Kiev et Moscou, et ça depuis 2022, depuis les négociations d'Istanbul. Donc lorsque on écoute Kaja Kallas, ça démontre que voilà, il y a une feuille de route que Bruxelles veut imposer à Volodymyr Zelensky lorsqu'il s'agit de négociations directes ou bien indirectes, par exemple, à titre d'exemple, sous l'égide des États-Unis avec les Russes. Là, on est devant un fait accompli, c'est que l'Europe est le dernier bloc occidental qui assure un appui financier et militaire pour Volodymyr Zelensky. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que la feuille de route européenne elle est toujours imposée à Volodymyr Zelensky lorsqu'il s'agit de dialogue avec les Russes. Donc voilà, ça résume tout ça. Et une fois de plus, on sent à travers ces déclarations, même avant la déclaration de Kaja Kallas et d'Emmanuel Macron, on a entendu plusieurs dirigeants de l'Union européenne. Ça démontre, premièrement, qu'il n'y a pas une unanimité autour de ce dossier. Je fais allusion à l'opposition hongroise et slovaque. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une lassitude par rapport à ce conflit. Youssef Indy, sur le fond, je dirais, c'est cette référence à l'univers Marvel, cette vulgarité d'Emmanuel Macron, c'est calculé. Ils prennent leur auditoire pour des imbéciles, ou quel est le sens de cette manière de s'exprimer de plus en plus familière et qui finalement ne va nulle part?
par rapport à l'univers Marvel, je dirais que c'est le signal, cela témoigne d'un découplage de la réalité et des cerveaux des dirigeants européens qui sont dans un déni de réalité. Et par rapport au discours d'Emmanuel Macron, en fait, il acte ce qui est déjà dans les faits appliqués, c'est-à-dire la disparition de la liberté d'expression, ça c'est pas tout à fait nouveau, et d'un régime tyrannique et liberticide. Je veux dire, depuis à peu près une dizaine d'années, depuis l'état d'urgence terroriste de 2015, en fait, la France n'est jamais sortie de l'état d'urgence, c'est-à-dire, en d'autres termes, de l'état d'exception, de la suspension de la loi, de la suspension de la Constitution. Et dans un régime pareil, eh bien, l'État fait à peu près ce qu'il veut. Et on l'a vu. On l'a vu à cette époque, on l'a vu durant la période covidienne, on l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, et on l'a vu avec Gaza, où les gens sont interpellés chez eux, dans la rue, jetés en prison, en garde à vue, etc. Donc on vit maintenant dans ce régime et simplement Emmanuel Macron l'officialise verbalement. François Martin, merci également de nous rejoindre. Comment vous analysez finalement ce ton à la fois qui s'adresse à un public qui regarde des dessins animés et de l'autre côté cette brutalité, cette radicalisation du système en Europe? Alors moi je vais dire que au-dessus de ça, il y a une configuration géopolitique que je pense qu'on n'aborde pas assez. C'est le fait que la guerre que mènent les dirigeants européens actuellement, la principale guerre, elle n'est pas contre Poutine, elle est contre Trump. Poutine n'a jamais dit que ses dirigeants devaient sauter. Trump l'a dit. Trump l'a fait dire par J.D. Vance, c'est dans le document de sécurité nationale, nous avons besoin de l'Europe, mais vous êtes morts sur le plan de la civilisationnel. Donc, l'ennemi de Trump, c'est l'Europe, et l'ennemi de l'Europe, c'est Trump. Donc, il faut lire tout ce qui est en train d'être fait, l'accélération de l'agenda qui vise à faire de l'Europe tout entière une espèce de Chine avec un contrôle social généralisé, etc., etc., comme une véritable guerre entre le système trumpien, qui est un système de régionalisation du monde, je dirais, de mise en place d'un système westphalien où les États-Unis joueront un rôle prépondérant et où ils ont disons, choisi cette ligne que l'on voit se développer, en particulier dans le document de sécurité nationale, et ce qu'essaye de faire l'Europe. Et moi, j'interprète à la fois le discours de Macron que le discours de Kaja Kallas comme une espèce de volonté, je dirais, de se démarquer et de construire et un discours et un système progressiste, pour dire les choses. Un système totalitaire progressiste. C'est ça que je vois. Pardon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que là, on a appris il y a 2 jours que Washington, l'administration américaine, voulait mettre en place un site internet qui s'appellerait freedom.gov, sur lequel les contenus interdits en Europe seraient accessibles à qui le veut. Et on sait qu'il y a un gros document qui vient d'être sorti par la Chambre des représentants qui veut aussi lutter pour la liberté d'expression en Europe. C'est dans ce cadre-là, c'est ce que vous venez d'expliquer ? Entre autres choses, mais c'est clair pour moi. Et quand on dit, par exemple, que les Européens sont absents des négociations qu'il y a actuellement avec l'Ukraine, c'est faux. Ils sont absolument présents, mais ils ne sont pas présents en nom, mais ils sont présents par le fait qu'ils ont donné à Zelensky une bouée d'oxygène de 90 milliards d'euros qui va lui permettre de tenir encore un an. Pourquoi ils font ça ? Pour que Trump s'embourbe et qu'il perde, si possible, ses élections de mi-mandat. Et Trump a dit lui-même que s'il perdait les élections de mi-mandat, il serait probablement impeached par ses opposants. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Et nous, c'est clair, enfin nous, nos dirigeants, ils jouent clairement le jeu de l'opposition à Trump
dans son propre pays. Ça s'appelle une ingérence. Alors comme ils ne le font pas directement parce qu'ils ne disent pas que c'est un ennemi, ils le font en essayant de faire en sorte que Trump soit obligé de continuer les guerres partout où il le fait. Ce qu'il peut arrêter d'ailleurs en disant j'arrête la couverture satellite, mais s'il fait ça, il se considère comme du coup un des belligérants et il perd la place qu'il essaye de jouer aujourd'hui, celle d'un monsieur Bonoffice, ce qui n'est pas, mais il est aujourd'hui, il essaye je dirais, d'habiller son impuissance. Et d'ailleurs, en acceptant de faire semblant de négocier, Poutine fait la même chose. Voilà. Mais le véritable, là où la véritable fracture et la véritable guerre, et je suis désolé, mais il faut toujours avoir ça en tête, c'est entre Trump d'un côté qui essaie de poursuivre son agenda et de gagner ses élections, et l'Europe qui fait tout pour qu'il les perde. C'est ça pour moi l'enjeu. Merci François Martin. Alors que Kaja Kallas et Emmanuel Macron rivalisent de déclarations originales, les choses sérieuses se passent à Genève. La Suisse a retrouvé pour le temps d'une semaine sa place de haut lieu de la diplomatie mondiale. Les délégations américaines, russes et ukrainiennes s'y sont retrouvées pour discuter de la paix en Ukraine. À l'issue de ces négociations, la déclaration du chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a été quelque peu laconique. Écoutons-la. Comme vous le savez, les négociations ont duré 2 jours sous différents formats. Elles ont été longues, hier et aujourd'hui. Elles ont duré près de 2 heures. Elles ont été difficiles, mais professionnelles. La prochaine réunion aura lieu bientôt. C'est tout ce que nous voulions dire. Merci. Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Umerov, a lui aussi commenté rapidement les négociations. Nous progressons, mais nous ne pouvons divulguer aucun détail à ce stade. La prochaine étape requerra d'atteindre le niveau de consensus nécessaire afin de soumettre les décisions élaborées à l'examen des présidents. Notre tâche consiste à préparer une base pratique et non simplement formelle. L'Ukraine reste constructive. L'objectif ultime reste inchangé, une paix juste et durable. Merci. L'envoyé spécial de Donald Trump, enfin, Steve Witkoff, s'est montré satisfait de ce nouveau cycle de négociations. Aujourd'hui, sur instruction du président Trump, les États-Unis ont joué le rôle de médiateur dans le 3e cycle de négociations tripartites avec l'Ukraine et la Russie. Nous remercions la Confédération suisse pour son hospitalité et l'organisation des réunions d'aujourd'hui. Le fait que le président Trump ait réussi à rapprocher les 2 adversaires de cette guerre a permis de réaliser d'importants progrès et nous sommes fiers de travailler sous sa direction pour arrêter les tueries dans ce terrible conflit. Les 2 parties ont convenu d'informer leurs dirigeants et de continuer à travailler pour parvenir à un accord. Amine, qu'est-ce qui se passe? Alors on ne sait rien en fait, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, ça veut dire que la diplomatie est sérieuse, mais selon vous on avance, on stagne, on recule, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez raison, la diplomatie fait des efforts. Là je fais allusion à l'initiative américaine de mener ces négociations. Maintenant pour ce qui est de ces pourparlers de ce nouveau cycle de discussion entre la Russie et l'Ukraine à Genève, dans la forme, les 2 parties se sont mis d'accord pour se rencontrer une 2e fois et poursuivre ces négociations. Maintenant, dans le fond, et c'est ça le plus important, il y a des points qui sont très compliqués. Moi, à mon avis, il y a un aspect qui est très important qu'il faut l'évoquer, c'est que la partie russe insiste sur 2 principaux points, c'est qu'il faut appliquer la feuille de route qui a été conclue, si on peut dire, entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors du sommet de Anchorage en Alaska. Et la deuxième, d'ailleurs Moscou insiste toujours sur ça, c'est de résoudre les causes profondes de ce conflit. Et il y a une autre chose, Xavier, c'est que le président Donald Trump, il exhorte toujours Kiev à exprimer une volonté explicite
pour mener des négociations avec Moscou. Et ça, c'est profitable au final pour le régime ukrainien, parce que quand vous voyez sur le terrain, là, pour le mois de janvier, il y a eu 17 localités qui ont été libérées par les forces armées russes. Donc s'il y a un perdant dans ce blocage des négociations, c'est bien l'Ukraine. Oui. François Martin, ce qui est intéressant, c'est que du côté russe, par exemple, maintenant on cite vraiment l'accord, parce qu'il y a eu un accord à Anchorage. Mais en revanche, on déplore, finalement sans trop le dire, que Trump ne fasse pas suffisamment pression sur Zelensky. C'est un peu ce que vous expliquiez à l'instant. Oui, bien sûr. Moi, je pense que je compare un peu la situation de ce qui se passe à la situation de la façon dont on fait mûrir les bananes à l'intérieur d'un mûrissoir. On met des bananes vertes qui sont pleines d'amidon, qui sont immangeables, qui sont dures, et au bout de 6 à 8 jours, ils ressortent des bananes jaunes qui sont mûres, qui sont pleines de sucre et qui sont délicieuses. Et au milieu, vous avez un processus de maturation lent. Bon, quand vous enlevez les bananes au milieu, elles sont ni vertes ni jaunes, elles sont ni mangeables ni pas mangeables. On est au milieu d'un processus. Ça ne veut pas dire que le processus avance véritablement aujourd'hui, parce que je pense qu'il ne peut avancer que sous 3 facteurs. Un facteur, c'est que Zelensky reconnaisse qu'il rend les territoires, qu'il donne les territoires à la Russie, et il ne le fait pas, d'autant plus qu'on lui a donné 90 milliards pour surtout ne pas le dire et continuer à faire la guerre. Deuxième, c'est que Vladimir Poutine dise « Ok, j'ai fini, j'ai obtenu tout ce que je voulais, donc maintenant on peut faire la paix et puis c'est fini ». La troisième, c'est que Trump dise « J'en ai marre, j'ai besoin d'annoncer ce qu'il fera peut-être d'ailleurs au début de l'automne, que l'on fait la paix, je coupe la couverture satellitaire et maintenant je suis l'homme de la paix et puis l'homme des bonnes affaires avec la Russie ». Et aucune de ces 3 conditions n'est réunie. Donc, à mon avis, ce sont des négociations à Libye actuellement, mais ça ne veut pas dire que ce sont des négociations inutiles, parce qu'elles permettent de faire mûrir les choses, de discuter, mais il ne sortira rien tant que l'un des 3 points dont j'ai parlé ne débloque. Et pour l'instant, Trump n'a visiblement pas envie de prendre la responsabilité d'arrêter la guerre tout seul. Il préfère que ça soit Zelensky qui aille à Canossa. Zelensky n'est pas prêt à le faire parce qu'il a encore de l'argent à distribuer à ses copains. Et s'il ne distribue pas tout ou partie des 90 milliards qu'on lui a donnés, eh ben, il finira quelque part en mauvais état ou destitué. Et Poutine, lui, quelque part, continue à habiller les choses parce qu'il sait très bien que ça ne se finira en principe que lorsqu'il aura sa victoire militaire, et en particulier lorsqu'il aura conquis Slaviansk et Kramatorsk. À ce moment-là, plus personne ne discutera, mais il n'a pas envie non plus de mettre Trump dans l'embarras en lui disant très clairement « j'en ai rien à foutre de vous, moi je fais la guerre ». Merci donc, François. Il a dit les choses un peu. Voilà. Je m'adresse maintenant à notre Trumpologue officiel, Youssef Indy. Vous êtes un fin analyste de Donald Trump depuis même avant son premier mandat, en fait. Est-ce que l'analyse que fait François Martin vous paraît lucide? Vous pensez aussi que Trump, en fait, finalement, c'est ce qu'il fait, notamment dans le conflit en Ukraine? Oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit François Martin. Le problème de Trump et de l'administration Trump, c'est qu'ils veulent opérer un virage depuis le début, en fait, depuis le début de cette administration, enfin, depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche, ils ont tracé une nouvelle trajectoire géopolitique et stratégique pour les États-Unis. Or, pour ce faire, ils devaient se désengager des conflits proche-orientaux, mais Israël et son lobby les en empêchent, et se désengager de la guerre en Ukraine contre la Russie, mais les néoconservateurs et les globalistes qui sont toujours bien implantés en Europe les en empêchent. Donc il est face quand même à une situation très compliquée. Et en même temps, il ne peut pas effectivement se retirer de ce conflit du jour au lendemain et admettre la défaite. Donc c'est pour ça qu'il tient le discours suivant, à savoir que c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden, et c'est à cause de Joe Biden, et si j'avais été là, cette guerre n'aurait jamais commencé. Donc il anticipe déjà la fin de la guerre et la défaite, et donc il est dans une situation compliquée. Il veut en finir avec cette guerre,
mais il ne veut pas en sortir humilié. Donc il doit faire porter le chapeau aux Ukrainiens, à Zelensky, et aussi faire porter le chapeau, et d'ailleurs il le porte volontairement, comme vous l'avez déjà expliqué Xavier, il porte le chapeau, la responsabilité de cette guerre et donc de cette défaite. Du côté russe, c'est pas un problème, on discute pour discuter, mais on continue à avancer sur le terrain. Du côté ukrainien, effectivement, tant qu'il y a de l'argent et tant que Zelensky est tenu, la guerre va continuer, et donc il continue à tenir une position qui est en fait intenable, c'est-à-dire la restitution de tous les territoires occupés par la Russie, même jusqu'à la Crimée, et ça c'est absolument intenable. Et du côté européen, il faut maintenir l'état de guerre jusqu'aux prochaines échéances. Et l'acteur principal en Europe qui maintient l'état de guerre et qui sabote les négociations contre Trump, c'est Emmanuel Macron, qui a besoin que cette guerre se maintienne au moins jusqu'à la fin de son mandat. Donc effectivement, on est dans une situation très très compliquée, avec une confrontation, une guerre civile au sommet de l'establishment euro-atlantique. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé là, mais je l'évoque rapidement, la déclassification des 3 millions de pages du dossier Epstein sont aussi un levier utilisé par Trump pour mettre au pas une partie des dirigeants européens. Ça, c'est très important. Le levier Epstein est très important dans cette configuration géopolitique et dans ce rapport de force entre les différents réseaux de pouvoir en Occident. Alors les navettes diplomatiques continuent sans que l'on sache exactement où en sont les négociations. Donald Trump a besoin d'un accord de paix à mettre à son actif, alors que Zelensky est dans l'impasse avec son armée qui recule partout. Quant à la Russie, elle n'est pas pressée car le temps qui passe ne fait que renforcer sa position.